Euh, alors, le fait qu'on soit pas, qu'on vienne pas du champ des techniques, pour moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, à la fois d'entrepreneur ayant créé il y a fort longtemps une agence qui faisait des services interactifs à l'époque où on n'en parlait pas beaucoup, et puis la FIN, c'est pas en fait, au fond une nouvelle. La plupart des gens avec lesquels j'ai travaillé, ça n'a jamais été une décision, avaient des parcours dans lesquels le numérique n'était pas la première spécialité. Donc voilà, c'est un fait que c'est souvent les gens ils viennent souvent par des biais un peu inattendus, par des trajectoires pas tout à fait linéaires. Ce qui peut-être en fait est un signal intéressant du fait que justement le sujet du numérique n'est pas tellement un sujet technique. C'est un peu ce que je vais peut-être dire ici. Donc je vais parler d'entreprise du futur et pas d'industrie du futur. On a eu ce dialogue au moment du petit bouquin de Télécom École de Management, parce que voilà, les industries sont souvent, les entreprises industrielles sont des entreprises, mais les entreprises ne sont pas industrielles, et même il y a beaucoup de services et d'autres choses. Donc je vais vraiment parler d'entreprise. Donc avec un mot pour nos sponsors qui sont des entreprises du futur, hein, donc vous aurez reconnu Tyrell de Blade Runner, Wayland d'Alien, les logos, hein, Cyberdyne de Terminator, Omni Consumer Product, le producteur de Robocop, Recall de Total Recall, etc. Qui sont, c'est intéressant, comme un peu by and large de Wall-E, des grandes entreprises assez classiques en fait dans leur forme et leur attitude. Ce sont des entreprises encore plus géantes que les géantes d'aujourd'hui, hyper verticales, assez anonymes. C'est-à-dire on connaît éventuellement un patron qui peut être d'ailleurs, sauf dans certains cas, un avatar ou un androïde. Assez souvent, on ne sait pas. Mais il y a quand même un patron, plus rarement une patronne pour être clair, très technologique, qui produisent un peu de tout. C'est une des caractéristiques de la quasi-totalité de ces entreprises qui ont pris le pouvoir et qui ont quelque part explicitement ou moins explicitement et de manière acceptée ou moins acceptée supplanté les institutions politiques et qui sont clairement irresponsables vis-à-vis des conséquences de leurs actions quand elles ne sont pas carrément et délibérément immorales ou amorales ou mauvaises. Mais au fond, assez ressemblantes quand même avec, on pourrait dire, voilà, puisqu'on est entre nous, c'est des Monsanto au carré, mais le modèle existe, si vous voulez, de ces entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions dans la science-fiction. Alors, je ne connais pas toute la science-fiction, mais il y en a une qui va nous intéresser beaucoup, enfin, qui devrait nous intéresser beaucoup, on ne va pas la développer énormément là, mais qui est l'entreprise d'un bouquin de 99 de Charles Stross qui s'appelle Accelerando et qui décrit au fond un monde dans lequel une entreprise est en fait un ensemble de contrats traduits par des programmes. Alors ceux qui s'intéressent en fait aujourd'hui à la blockchain et aux smart contracts vont retrouver ça, sauf qu'on est donc il y a 18 ans hein, quand même dans ce bouquin-là. Et qui se multiplient les unes les autres au point qu'à un moment, il y a bien une prise de contrôle d'une partie du monde par des entreprises, mais qui sont des entreprises autonomes. Ce n'est pas une grande entreprise qui fait tout, c'est des entreprises autonomes et hyper connectées. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une série d'instructions qui exécute un certain type de contrat, financier notamment, et qui se connecte avec des milliers d'autres. Donc, une entreprise n'a aucun poids. En revanche, les espèces d'énormes essaims d'entreprises qui interagissent les unes avec les autres commencent à fonctionner avec leurs objectifs propres, qui sont des objectifs, c'est intéressant, des objectifs business. Donc, les entreprises ne sont pas comme Cyberdyne, des entreprises qui un jour, ontologiquement, comme se dirait, nous sommes des machines et eux, ce sont des humains, il faut qu'on les extermine. C'est juste des machines à faire de l'argent
qui passe par-dessus tous les obstacles. S'il se trouve être humain, mais it's just business. C'est rien de personnel, si vous voulez. Hein. Mais ça, donc du coup, des réseaux. Donc, si vous voyez l'image ici, voilà, ce sont des résultats d'essaims dans l'espace, donc avec des logos. Hein. Mais elles ont pu faire disparaître totalement telle ou telle planète parce qu'il y avait des minéraux. Des minerais intéressants, et donc voilà, on les a minés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est pas grave, on continue de se déplacer. Il n'y a pas tellement de pesanteur, parce que c'est juste des contrats. Deux modèles un peu différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, donc qu'ils ne nous disent pas précisément ce que c'est que l'entreprise du futur. Alors ce que je prétends, c'est qu'en fait, le discours de la transformation digitale non plus. Parce qu'il nous dit au moins deux choses assez séparées et assez à partir des mêmes ensembles évidemment de technologies. Il nous dit au moins deux messages qui sont relativement inverses. Le premier, c'est le message du systémique, du smart, l'accumulation de courbes exponentielles. L'exponentielle est une forme, il y a deux formes un peu presque emblématiques de ce monde du numérique. C'est d'abord l'exponentielle, il y a des exponentielles partout, c'est cool une exponentielle, ça évite d'expliquer quoi que ce soit, et puis parfois le cercle. Notamment dans le smart, il y a énormément de schémas en cercle qui montrent comment on fait tout d'un coup et comment surtout on devient capable d'atteindre toute une série d'objectifs sans qu'il n'y ait jamais de conflit entre eux. Sans qu'il n'y ait jamais le moindre arbitrage à faire. Si vous regardez par exemple le discours sur la Smart City, c'est merveilleux comment on a une ville qui est à la fois performante, inclusive, écologique, où tous les services sont super, tout ce qu'on veut, et puis, etc., et culturellement vivante, etc., etc. Donc voilà, tout ça, grâce... Bon. Donc on est bien dans un discours en tout cas, et qui est aussi celui évidemment de la robotique, de l'IA, etc. actuellement, d'une extension quasiment sans limite des capacités à savoir, à agir, des systèmes techniques, le plus souvent mobilisés par des entreprises ou des groupes, des groupements d'entreprises. Il y a un peu cette idée que de toute façon c'est un peu hors de portée des acteurs publics, en tout cas comme acteurs décidants ou comme opérateurs, appuyés évidemment sur des capacités d'investissement qui n'ont pas beaucoup de précédents non plus, sur la reconstitution en fait, d'un certain nombre de barrières à l'entrée en termes de technologie, en termes de volume de données, en termes de capacité d'interprétation, en termes de capacité à recruter les gens super chers et super rares qui savent s'en servir, etc., etc. Et puis, d'une interconnexion des choses. Le passage à l'échelle du système qu'on va trouver à la fois évidemment dans le discours du smart, hein, qui est exactement ça. Le smart, c'est avant on savait optimiser tel process, tel process, tel process. Désormais on sait optimiser le système complexe qui est la ville, on sait optimiser le système complexe qui est un système de transport, un système énergétique, un système de santé, y compris la prévision, les pratiques individuelles des gens, l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital, l'assurance, etc., y compris évidemment l'industrie prise tout le long à la fois de ces chaînes d'approvisionnement et du cycle de vie des produits. Donc voilà, une espèce de prise systématique et systémique sur les systèmes fondés sur des technologies, l'interconnexion sur les technologies, et qui donc se caractérise par une dimension capitalistique très très forte, et donc probablement par une prime à des très gros. Donc là, on n'est pas très loin des entreprises du futur que je vous décrivais, sauf qu'il y a un discours beaucoup plus vertueux que ça, mais on y reviendra. Mais en fait, le discours de la transformation digitale raconte également exactement le contraire. Ici, vous avez par exemple un assez beau papier que j'aime bien et en même temps que j'ai, il n'y a pas longtemps, un peu détourné, donc un des gourous du monde des API, donc des interfaces de programmation, qui sont tout à fait essentielles dans ce type de monde, hein, puisque c'est ce qui va permettre de faire qu'une fonction business précise va se présenter comme étant un service autonome en relation contractuelle, marchande, ouverte, avec les autres entités, soit de l'entreprise, soit de l'extérieur de l'entreprise, et qui donc écrit un assez beau papier qui s'appelle donc Design APIs for Disobedience,
mais ce n'est pas une désobéissance civile, je vous rassure, c'est plutôt pour les API qui permettent à des événements imprévus qui sortent des cadres de pensée du management vertical de l'entreprise et à toutes sortes de formes de création de valeur par toutes sortes d'acteurs d'émerger. Et donc ce monde qui est le monde de la lean startup, qui est le monde de la blockchain sans intermédiaire et qui est le monde des slashers qui font plein de métiers, qui est le monde des APIs, etc. C'est un monde de recombinaison permanente, jamais stabilisée, de chaînes de valeurs, de chaînes de relations, de chaînes de contrats, de morceaux de projets, etc., dans lesquels on a en général plus une idée bien claire, voire même plus une idée du tout de ce qu'est l'intérieur ou l'extérieur de l'entreprise, dans lequel l'avantage de la taille est relativement faible, dans lequel on raconte en tout cas qu'on va reconstituer justement des systèmes ultra efficients, efficaces, etc., donc bénéficiant visiblement de tous les avantages des économies d'échelle, mais sans avoir besoin de les intégrer à l'intérieur d'une structure, sans avoir besoin d'avoir même un quelconque discours sur le fonctionnement cible des systèmes qui nous intéressent. Ça, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup. Hein. J'ai un peu plus tard, mais je peux le montrer maintenant, mais des schémas types voilà, qu'on adore montrer dans ces mondes-là, qui sont les schémas de la chaîne, enfin, des acteurs présents dans tel marché. Celui-là, c'est celui de la publicité sur le web. Et au fond, chacune des boîtes, ce sont des gens qui font une micro-chose nécessaire dans la chaîne de valeur. Et une des caractéristiques claires du numérique, c'est que ça permet le saucissonnage à des échelles atomiques, et on ne sait jamais où est l'atome, c'est-à-dire le truc qu'on ne peut plus diviser, de la chaîne de valeur. Donc là-dedans, vous avez évidemment des agences, mais vous avez des gens qui sont des représentants pour les agences, vous avez des gens qui comptent ceci, vous avez des gens qui gèrent l'affichage de tel type de bandeau sur tel type de site, vous avez des gens qui vont gérer l'efficacité du truc, vous avez des gens qui vont décider non pas de l'affichage sur le site, mais de ce qu'il va falloir servir dedans en fonction d'eux, vous avez des traceurs d'itinéraire des gens, vous avez des analystes qui vont ensuite réinsérer des choses dans les algorithmes, etc., etc. Ce qui fait que typiquement, par exemple, là en termes d'expérience client, entre le moment où vous rentrez sur un site d'e-commerce et le moment où vous sortez avec une commande prise, vous avez vraisemblablement mobilisé les services d'une trentaine ou d'une quarantaine d'entreprises différentes, et encore, ce n'est pas toujours les mêmes. Alors ça commence par 15 à peu près, ou 20 à l'entrée, c'est tous ceux qui affichent des morceaux de catalogue, plus ceux qui comptent, plus ceux qui affichent les bandeaux, etc. Là c'est tout de suite comme ça. Mais après, au moment de la gestion du catalogue, elle est externalisée, la gestion des cross-sells et des upsells, etc. elle est externalisée. La gestion, évidemment, le moteur de recommandation, et puis le paiement, selon les options de paiement, et puis l'assurance, et puis les options de livraison, etc. etc. Donc voilà, vous êtes déjà plusieurs dizaines d'entreprises. Donc c'est un monde qui est quand même, où c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait quand même la même description que celui de la Smart City, même si le résultat peut être, j'en sais rien, un peu le même dans les deux sens. Et c'est un monde qui en particulier va valoriser non pas une forme de stabilité, encore moins la discussion autour de grands objectifs de type socio-écologique, etc., mais une forme de mouvement et de transformation permanente. Donc vraiment deux discours assez différents, donc du coup la résultante est compliquée à discuter. Ici je vous ai présenté, vous avez à peu près toujours les références, c'est pas forcément des papiers de recherche pour être honnête, mais c'est un papier de 2015 d'un type qui s'est interrogé sur l'entreprise en 2050, et qui était intéressant parce que, d'abord, il disait, mais ce que sera l'entreprise en 2050 dépend certes d'un sujet technologique, qui est en gros le sujet dont on discute beaucoup ces temps-ci, IA, robotisation, mais dépend au moins autant de la réponse que nous allons donner à deux sujets qui ne sont pas du tout technologiques, qui sont la question climatique et la question des inégalités. Il a raison ou tort, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant dans les scénarios qu'il produit,
c'est au fond de nous rappeler ça, et de nous rappeler du coup, et ça j'y reviendrai vraiment parce que je pense que c'est un des points essentiels, c'est qu'on ne comprend rien et on ne peut rien dire de très très intéressant, à mon avis, dans le débat sur l'IA, si on le prend d'un point de vue technologique, et en dehors du fait que ce sont des technologies qui émergent aujourd'hui dans la réalité à partir d'un agenda qui est l'agenda des entreprises et qui est un agenda qui au fond ressemble à s'y méprendre à mon avis à celui qui existe depuis un bon siècle autour de l'organisation scientifique ou à peu près scientifique du travail. C'est bien celui-là qui est à l'œuvre et c'est ce qui structure notre imaginaire dessus, c'est-à-dire on se dit que finalement, on peut dire tout ce qu'on veut autour de l'IA et des robots, mais que finalement, ce dont on va parler, c'est de la substitution aux humains. Or, ça ne va absolument pas de soi, en réalité, que ce soit ça l'agenda. Ça ne va de soi que parce qu'en effet, c'est l'agenda des entreprises. Globalement. Je simplifie évidemment, mais je pense pas tellement. Et on pourra y revenir. Et donc, si je vais très vite sur ces scénarios, il en dessine 3, évidemment, comme il y a 3 facteurs normalement, et ça serait plus intéressant si on en dessinait 6, mais c'est comme ça. Le scénario idéal pour lui, il s'appelle Humanias, dans lequel, en gros, on a une société qui a décidé qu'elle allait limiter le niveau des inégalités, et donc probablement un niveau de tension sociale, qu'elle allait vraiment travailler sérieusement sur la question climatique, et qu'elle allait fixer des limites à des degrés d'automatisation. C'est comme ça qu'il l'a formulé. Et ce qui est intéressant quand il le décrit comme ça, il le décrit d'abord non pas d'ailleurs autour des limites d'automatisation, mais autour d'un droit humain au travail. Et il dit, quand on arrive là, on n'est pas du tout, par exemple, dans un scénario, c'est un Américain pour autant, dans un scénario qui serait un scénario social-démocrate classique, mais plutôt dans des entreprises qui sont très agiles, très légères et hiérarchiques, dans lesquelles en réalité il y a de fait plutôt une demande de travail au sens économique, de travail humain plutôt moindre qu'habituellement, mais du coup dont on se sert pour retourner un peu le rapport de pouvoir entre ceux qui peuvent offrir ce travail et les autres, et pour, au fond, dans notre vie, vivre des allers-retours continus entre différentes formes d'activité, dont des formes d'activité salariées ou directement productives dans la sphère économique, d'autres non, plutôt sous la forme de projets avec des passages courts, donc des choses qui sont aujourd'hui vécues au fond sur le registre de la précarité subie pour la plupart des gens, pas pour tous, mais pour une bonne partie de la population, et qui là serait en fait la marque d'une reprise de contrôle sur le lien entre société, production économique et travail. Dans une version beaucoup plus extrême, vous pouvez trouver ça dans le boulot des accélérationnistes de gauche post-marxistes dans un bouquin qui s'appelle... en tout cas dans un manifeste accélérationniste qui vient de sortir, qui est sorti il y a 1 an ou 2, et qui, en gros, dit ce qui manque aux marxistes, c'est d'assumer le fait qu'il faut vraiment se débarrasser du sujet du travail, et donc qui milite pour l'automatisation totale, le revenu universel, et donc la liberté de faire. Donc, mais évidemment, là, c'est plus compliqué de raconter l'histoire d'entreprise, alors que dans Humania, dans ce scénario-là, il y en a. Le deuxième s'appelle le néo-féodalistan, et en gros, en fait, pour moi, il ressemble beaucoup au discours du Smart, c'est-à-dire, au fond, les grandes personnes, les entreprises, outillées de dispositifs technologiques extrêmement efficaces et sachants, ont pris la main et ont dit, bon, maintenant, on arrête les conneries sur le changement climatique, on va organiser les choses comme il faut, et donc, évidemment, on va les faire voilà, avec les armes de la raison, donc les robots et les IA. Et donc là, nous sommes dans un monde où on a effectivement réussi, dans son scénario, à se retrouver dans des zones à peu près vivables en termes de réchauffement climatique, au prix vraiment d'une organisation centrée sur un certain nombre de très grandes entreprises, la plupart du temps, même s'il y a des systèmes de rappel directement pilotés par des intelligences artificielles, et en allant chercher des gains de productivité absolument massifs qui présentent quand même l'avantage de financer un revenu universel qui fait que, bon, voilà, si les gens ne travaillent pas, c'est pas très grave.
mais c'est pas du tout le même type de lien avec l'activité que dans l'autre. Et Collapsland, vous imaginez assez bien à quoi ressemble un scénario de ce type-là, mais en gros, c'est un scénario de maximisation des violences, des inégalités, etc. Voilà. Alors, je vous présentais ça pour vous montrer en tout cas à quel point ce qui me paraît important dans cette histoire-là, c'est que dès que vous commencez à introduire des phénomènes, des éléments non technologiques dans ce débat-là, les choses deviennent, à mon avis, plus intéressantes. Et à quel point le débat actuel sur IA et robotique, etc., me semble masquer le fait qu'il y a derrière des agendas, qu'il y a derrière des manières de mobiliser, de même penser, quand on est en position de manager, d'innovateur, etc., la fonction des technologies. Et puis, simplement pour un petit peu terminer, ce qui a en tout cas de conséquent, de commun plutôt, aux différentes pistes que je vous donnais, aux contradictions entre les différents discours du numérique, c'est pour moi le sentiment que nous sommes face à un dégroupage de l'idée d'entreprise qui va nous amener probablement à parler, à multiplier les mots qu'on va devoir utiliser pour décrire ce qu'on appelait jusqu'ici commodément une entreprise, qu'on considérait donc quand même quelque part comme un truc qui rassemblait assez naturellement, à la fois bien sûr une communauté d'associés liés par un contrat qu'on appelait des statuts d'une entreprise et liés financièrement, mais un dispositif évidemment de création de valeur, et puis il y avait quand même des bureaux, ou un endroit où on travaillait, puis il y avait des collaborateurs qui devaient faire une sorte d'équipe, dont on espérait qu'ils allaient vivre un certain temps ensemble, donc ça développait une culture, et puis il fallait une organisation, un organigramme, des responsabilités, on y réfléchissait, il y avait des fonctions de production, il fallait vendre, il fallait réfléchir, etc. Donc, et quelque part, quand même, tout ça se passait un petit peu au même endroit, et on voit que la tendance qui n'est pas récente, et ce qui est important ici, c'est que c'est une tendance qui au contraire, s'engage depuis plusieurs décennies, c'est la tendance à la décomposition au saucissonnage, hein, c'est pas une décomposition au sens où ça pourrirait, mais au saucissonnage de ces fonctions-là, et pas seulement à leur saucissonnage à l'intérieur, mais à leur saucissonnage sous la forme d'organisations distinctes. Ce qui change considérablement les choses. Hein. Donc si vous prenez sur la création de valeur, alors le plus intéressant c'est évidemment justement les DAO, les organisations autonomes décentralisées, donc les fameuses organisations définies juste par des statuts et des lignes de programme qui exécutent les smart contracts. Les lieux de travail, vous avez des entreprises dont la fonction est de fournir aujourd'hui un lieu de travail, hein, depuis les bureaux à partager jusqu'à la vague du coworking, et où vous avez à l'inverse des entreprises qui disent je vous fournis plus vraiment un lieu de travail, éventuellement un hot desk où vous pouvez venir si vous avez vraiment à venir. Des communautés de travailleurs où, par exemple, si vous prenez les coopératives d'activités emploi, les CAE, et bien évidemment, là, on a en fait des gens dont la fonction est de rassembler des travailleurs et de les salarier pour qu'ils vendent leur activité en tant qu'indépendants à des gens qui demandent leur travail. On n'est pas loin, on y reviendra peut-être de ce qu'on pouvait appeler les guildes auparavant. Donc ils vont séparer la ressource humaine du reste, sans parler évidemment de toutes les fonctions d'outsourcing, externalisation, etc. C'est évidemment, je repense évidemment au très bon bouquin, mais en même temps qui a un sens qui pour moi me frappe par une forme de nostalgie d'une forme disparue, qui est le bouquin de Hatchuel et Ségrestin, Refonder l'entreprise. Il dit voilà, mais l'entreprise, ça se définit par une espèce de communauté autour d'un projet, etc. Même chose, le projet aujourd'hui, vous avez des labs extérieurs, vous avez le nombre de startups qui se créent, dont la seule fonction est de se vendre à une grande entreprise par la suite, est probablement très majoritaire par rapport aux startups qui disent je vais me créer et je vais rentrer dans le processus de développement, de gestion d'une croissance, etc. Et donc, et finalement, une bonne partie de la théorisation et de la mise en pratique de l'open innovation
l'extraction consiste à aller chercher à l'extérieur, soit les idées, soit les pistes, soit les formes de valorisation et des dispositifs d'exploration. Les organisations structurées, quand vous externalisez à peu près le service client, la compta, une partie de la finance, voire même parfois la stratégie auprès des grands cabinets, etc., il reste quand même plus énormément de choses. La production, elle est outsourcée depuis fort longtemps, et en plus, on commence à l'outsourcer auprès des consommateurs. La vente, c'est pas toujours par choix des entreprises, mais les plateformes commencent quand même à en gérer une grosse partie auprès de... Donc vous avez finalement, et donc, ce sur quoi j'insiste ici, c'est pas seulement la formalisation de tout ça, c'est vraiment que ça peut passer par des organisations extérieures. Vous pouvez imaginer une entreprise, ou en tout cas l'ensemble de ces fonctions, dont chacune est gérée par une entreprise séparée les unes avec les unes des autres, et reliée exclusivement par des contrats et des formes d'exécution qui sont évidemment beaucoup plus efficaces si on a derrière pu les programmer, pu définir des indicateurs chiffrés, etc. Ça a des conséquences très fortes, parce que ça veut dire que l'idéal pour que ça marche, c'est pas d'interagir avec des gens, c'est très très compliqué les gens, c'est d'interagir avec des abstractions qui sont des profils, des règles, des indicateurs, des datasets, etc., etc. Et ça explique un certain nombre de choses, dont certaines n'ont pas grand-chose à voir avec la productivité. L'idée d'outsourcer sa relation client vers des call centers à 5000 km de l'endroit où vivent les clients, ça produit un sentiment général de dégradation incroyable de la qualité de la relation entre des entreprises B2C et les consommateurs. À peu près, je veux dire, quand je le teste auprès de CEO en disant, imaginez-vous que vous allez devoir appeler le call center de votre opérateur mobile, vous avez tout le monde qui fait la tronche. C'est quand même bizarre quand même que ce soit normal sur notre marché de savoir que sur des acteurs aussi importants, on va vivre au moment où on rencontre un problème une expérience atroce. Mais c'est le cas. Donc ça veut dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'améliorer quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc voilà. Alors, je ne vais pas rentrer un peu là-dedans, simplement avoir en tête que tout ça se passe en même temps à un moment où on est aussi en train de rediscuter, mais c'est encore, le degré de connexion n'est pas évident, à la fois la responsabilité, mais même les objectifs des entreprises. Le nombre, alors j'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait... dans les entreprises, dans les écoles de design, on en a marre parce qu'on n'a que des étudiants qui veulent changer le monde. Mais le nombre d'entrepreneurs qui disent ça aujourd'hui, et puis le nombre de travaux qui se font sur, effectivement, la reconfiguration d'une forme de valeur, la valeur partagée de Michael Porter, la valeur épaisse de Hayek, qui est un peu le même genre de choses, dans lesquelles on essaye de dire... on ne peut plus, en tant qu'entreprise, se déconnecter des effets écologiques, sociaux et autres de ce qu'on fait, sauf que quand on est un espèce d'atome en interconnexion par des API avec plein d'autres trucs, c'est pas d'une évidence criante que ça peut se passer de cette manière-là. Et donc voilà, pour terminer, parce qu'en plus mon temps est carrément terminé, ce que je voulais un petit peu suggérer, c'est que probablement on va avoir besoin de multiplier les mots pour décrire ce type de phénomène. Alors éventuellement il restera, je dirais, mais peut-être les registres, c'est-à-dire distinguer le registre juridique, on va parler d'une société par exemple, parce que beaucoup de ces choses-là resteront des formes de société avec des statuts différents, mais ne pas trop penser qu'une société produit nécessairement une entreprise telle qu'on la décrivait, et donc entre le réseau de valeurs qui est en fait un espèce de système de reconnaissance de l'apport dans des travaux collaboratifs de gens qui sont complètement distingués, ce que j'appellerais l'entreprise, qui serait des choses dans lesquelles on fait des choses même à très grande échelle sans avoir le moindre statut. Je pense par exemple aux endroits où se sont élaborés les standards ou même les infrastructures de l'Internet au tout début, le système des noms de domaine qui était quand même juste absolument central pour le fonctionnement de l'Internet, pendant à peu près 5 ans du développement accéléré de l'Internet, a été géré par 3 gars à l'Université de Californie du Sud, avec un vague contrat quand même vis-à-vis de l'université, mais
S'il y avait eu le moindre appel en responsabilité, probablement, il aurait fallu plusieurs universités pour payer les responsabilités. Il n'y avait pas d'organisation, quoi, au fond. Donc voilà, une DAO qui est un truc complètement différent. Est-ce qu'une AI entreprise, c'est autre chose? Et qu'est-ce que c'est qu'une plateforme par rapport à une plateforme collaborative? Une entreprise laboratoire qui produit juste des trucs à mettre à disposition. À nouveau, le retour de ces idées de guild, c'est-à-dire la séparation de la gestion du devenir des gens de leur affectation à des projets et à des activités productrices de valeur, etc. etc. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait matière à inventer des mots ou à en revisiter. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la